Je te remercie de cette présentation. Là, je ne pourrais que vous décevoir après une telle présentation. Je suis heureux que tu évoques les Misérables, parce qu'en effet, j'ai cassé le code des Misérables, et les hugoliens ne me le pardonnent pas depuis, donc je ne cesse de le republier pour imposer ce mystère, effectivement, dont j'étais bien heureux de percer. Bon, je suis en effet très heureux d'être ici, parce que, comme je l'ai dit à certains, j'ai fait mon premier colloque à l'étranger à Sherbrooke, autour de la question du livre, et en effet je désirais, puisque en effet je suis à la retraite dans quelques mois, je désirais boucler la boucle et revenir en ce lieu, voilà, pour cette partie, au moins, enfin, pour ma carrière active. Mais je continuerai à faire des choses. Donc le rire de la poétique historique à l'anthropologie et retour. Alors en effet, c'est une commande d'Anthony. En fait, ça fait depuis le début, enfin, mon premier livre était un petit livre pédagogique sur le rire, parce que j'aime bien rire, et aussi parce que j'étais frappé par le nombre de choses drôles, de blagues dans les textes littéraires dont on ne parlait pas, donc je trouvais ça étrange. Alors je me disais, c'est pas sérieux de s'occuper de ça, et je me suis occupé de beaucoup d'autres choses, hein, donc le romantisme, la presse, etc. Et progressivement, je me suis rendu compte que, en réalité, la question du rire était une clé pour comprendre la littérature moderne, et que ça pouvait être un objet de recherche à l'époque où personne ne travaillait sur le rire. Donc maintenant, vraiment, c'est très je dirais à la mode, hein, tout le monde travaille sur la parodie, la satire, etc. C'est devenu un objet banal, mais au début, c'était tout à fait incongru. Alors je parle du rire et non pas du comique, et non pas de la satire, et non pas de l'ironie, etc., parce que je tiens à insister sur la nature anthropologique, cognitive du phénomène. S'il y a des choses drôles, c'est parce que l'homme rit. Et il est important d'abord de comprendre ce qu'est le rire. Donc dès le début, j'ai mis l'accent sur cette dimension cognitive. Et en effet, comme tu l'as dit trop gentiment, mais c'est vrai que je suis allé de questionnement en questionnement, et finalement, je me suis déporté de plus en plus de mon point de départ, en élargissant considérablement mon angle de vue, et j'arrive maintenant, actuellement, là je termine un livre où je tâtonne dans des terres mystérieuses dont je parlerai à la fin, mais voilà, alors plutôt que de faire un exposé en forme, je me suis dit que le plus instructif et clair pour vous serait en quelque sorte de résumer ce cheminement, comment je suis allé de découverte en découverte, en quelque sorte, à propos du rire, pour que vous compreniez pourquoi je me suis éloigné à ce point, et les choses apparaîtront plus simplement et plus naturellement. Alors au début, je suis parti d'un double étonnement. D'abord un étonnement devant la dimension blagueuse de la littérature. Il y a plein de choses drôles dans la littérature, des blagues, des plaisanteries, etc. Non pas chez des auteurs comiques, mais chez les auteurs les plus consacrés, les plus canoniques, d'énormes blagues. D'ailleurs, d'un goût souvent douteux, j'en donnerai une ou deux, mais pas que ça, mais c'est vrai, souvent, c'est lié à l'obscène, c'est lié à des choses comme ça, bon, évidemment, pour contourner ce qui relève de la censure. Et donc, d'abord, j'étais surpris par cette présence-là, et ensuite, j'étais surpris par le fait que les universitaires ne voulaient pas voir ces blagues, ou ne les voyaient pas, une sorte d'esprit de sérieux qui fait que même s'il y a une énorme plaisanterie, surtout, ne la voyons pas, hein, comme dit Tartuffe à propos du sein de Dorine. Alors je vais vous donner un exemple, 2-3 exemples de ces choses drôles, et puis ensuite vous verrez ce que j'en fais. Un exemple très simple, alors qui n'est pas du 19e siècle, mais je pense que c'est un auteur que vous connaissez tous bien, c'est La Fontaine, les Fables de La Fontaine. Et alors je ne sais pas, moi j'ai appris ça par cœur, peut-être pas à l'école, mais en 6e ou en 5e, notamment la fable Le Héron. Un jour sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron, long bec, emmanché d'un long cou, il côtoyait une rivière, l'onde était transparente, ainsi qu'au... etc. Bon, donc c'est un héron, ça vous dit quelque chose, cette fable. Il ne veut pas les poissons qu'on lui propose, enfin qu'il voit passer, parce qu'ils sont pas assez bons. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. Il l'ouvrait pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La fin le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Voilà la fin de la fable Le Héron. En réalité, non, cette fable n'existe pas. La fable de La Fontaine, c'est le héron, la fille, et La Fontaine dit « Ce n'est pas au héron que je parle, c'est à vous ». Et en réalité, il s'agit pour lui de faire la satire d'une fille, c'est-à-dire d'une précieuse. Alors là, on va être dans la misogynie
la plus terrible, c'est une précieuse du XVIIe siècle qui veut un mari intelligent, subtil, etc., et qui ne veut pas reconnaître que un mari s'est fait d'abord pour apporter du plaisir au lit, et en particulier, et donc certaines filles un peu trop fières prétendaient trouver un mari jeune, bien fait et beau, etc., et puis à la fin, elle vieillit, et elle est toujours seule, et toujours seule la nuit. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malotru. Un malotru, ce qui veut dire au XVIIe siècle, un homme en mauvaise santé. Alors maintenant, si vous gardez ça à l'esprit, pardonnez-moi pour cette vraiment plaisanterie de mauvais goût, mais vous comprenez un peu ce qu'est ce limaçon de la fin du héron. Si le héron est la fille, et si la fille se contente d'un limaçon, bon, je ne fais pas de dessin, mais c'est une plaisanterie, une pure obscénité. Alors c'est pas très fin, mais ce qui me frappait, c'est que ce n'est pas vrai qu'on n'avait pas vu d'ailleurs, parce que c'est pour cela que dans les éditions scolaires des Fables de La Fontaine, on coupe le héron et la fille. C'est-à-dire qu'on a inventé un numéro pour que les lecteurs et les enfants qui lisent ça ne voient pas l'obscénité. Donc on l'avait vu, mais on a décidé de ne pas la voir, et on a toute une série de commentaires de cette fable qui a décidé de ne pas voir ce que voulait dire La Fontaine. Alors je pourrais citer d'autres exemples. Restons dans Balzac, et ça sera à nouveau, mais ça sera la dernière obscénité. Encore une fois, j'aime les blagues, mais pas spécialement celle-là, mais c'est pas de ma faute si les écrivains, pour des questions de provocation, je dirais, de la bienséance, font beaucoup des plaisanteries autour de ça. Alors vous avez un roman de Balzac, Le Lys dans la vallée, qui est un extraordinaire roman sentimental, hein, c'est des grands romans d'amour du romantisme français. C'est un jeune homme qui aime une femme, mais une femme mariée. Donc il n'y aura pas d'adultère ni de relation sexuelle, c'est ce qu'a choisi Balzac, qui reprend ici d'ailleurs un schéma narratif qu'on trouve chez Sainte-Beuve. Et cette jeune femme, il a une sorte d'amour platonique à l'égard de cette femme, qui va mourir d'ailleurs de façon absolument effroyable de frustration, parce que je pense qu'elle aurait effectivement désiré autre chose que cet amour platonique, mais ça c'est une autre histoire. Et elle s'appelle Madame de Morsauf, et elle habite un château qui est le château de Clochegourde. Elle est le Lys dans la vallée. Le Lys dans la vallée, alors voici un extrait par exemple qui présente Clochegourde, puisque c'est la châtelaine de Clochegourde. Puis après s'être avancée dans la voie du mariage, elle se résolut à ne jamais sortir de Clochegourde en reconnaissant chez le comte une âme hystérique dont les écarts pouvaient, dans un pays de malice et de commérage, nuire à ses enfants. Je ne suis qu'une chose, ça c'est le personnage principal qui s'appelle Félix qui parle, le cerf de Clochegourde, dis-je tout bas à la comtesse. Moi seul, comme elle l'avait dit, connaissais les secrets de Clochegourde. Bon, Clochegourde c'est un nom bizarre quand même. Alors, elle est le Lys dans la vallée parce que vous savez peut-être que dans l'iconographie érotique, il y a deux fleurs qui représentent la femme, la rose ou le lys. La rose parce que c'est le caractère éphémère, c'est la défloration, etc. Et le lys parce que on considère que l'image, la forme du lys un peu en forme de cloche, ressemble au sexe féminin. Donc Clochegourde, ça veut dire, pour dire vite, cloche engourdie par le froid, c'est-à-dire sexe frigide. C'est une femme qui ne connaît pas la jouissance. Et donc dans tout le roman, on a la répétition de Clochegourde pour dire une chose, c'est-à-dire la frustration sexuelle. Alors on le sait parce que Balzac, dans ses contes drôlatiques, qui sont une série de récits comiques, raconte une histoire où on retrouve le personnage de Madame de Morsauf, et là, de façon absolument claire et transparente. Voilà, donc c'était ma deuxième obscénité, il n'y en aura pas d'autres, mais c'est pour vous dire comment, donc je trouve dans plein de textes, mais des textes sérieux, des textes profonds, parce qu'en effet, Le Lys dans la vallée est un des romans d'amour les plus émouvants, hein, j'y insiste, hein, c'est des choses qui traversent le récit, le discours de l'écrivain, comme s'il voulait faire entendre une musique en quelque sorte souterraine sous le texte. Il y a une citation célèbre de Victor Hugo dans Les Misérables à propos du calembour. Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole, parce que ce sont des calembours, hein. Clochegourde, c'est un pur calembour. Le ladzi tombe n'importe où, et l'esprit après la ponte d'une bêtise s'enfonce dans l'azur. Une tache blanchâtre qui s'aplatit sur le rocher n'empêche pas le condor de planer. Loin de moi l'insulte au calembour, je l'honore dans la proportion de ses mérites, rien de plus, etc. Donc éloge du calembour,
le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. Donc l'esprit vole, fait son petit caca, ça n'empêche pas de voler, mais il a fait un calembour. Alors l'esprit qui vole, vous connaissez peut-être l'esprit qui vole. L'esprit qui vole, si vous êtes de bons catholiques, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit catholique, lui, ne fait pas de calembour parce qu'il ne fait pas de fiente. Et donc en réalité, cette citation de Victor Hugo illustre ce qui est une des sources principales du rire au Xe siècle, d'ailleurs depuis toujours en France, c'est l'anticléricalisme. Donc l'esprit hugolien est un esprit qui ne craint pas de rire parce qu'il ne craint pas l'organicité, la chair, la matière. Et parce que, évidemment, le calembour, c'est une sorte de jeu sur la matérialité du langage, puisque c'est un jeu sur les sonorités, sur les sons. Donc cette phrase, le calembour est la fiente de l'esprit qui vole, qui est souvent reprise d'ailleurs par des universitaires trop sérieux en disant voilà, Victor Hugo prouve son mépris du rire, c'est à quel point ils n'ont rien compris. Au contraire, cette citation est une citation très drôle et qui a une cible, c'est justement une sorte de spiritualité qui n'admet ni le rire, ni le lien entre l'esprit et la matière. Voilà, je pourrais continuer, j'avais prévu un exemple possiblement chez Flaubert, mais je n'ai pas le temps. Mais je vais donner un dernier exemple littéraire avant de passer aux considérations théoriques, qui est une aussi de mes découvertes, enfin un peu comme Les Misérables. Et j'ai tellement été heureux de cette découverte que j'en ai fait un livre qui s'appelle Le Veau de Flaubert. Alors il s'agit de l'incipit de Madame Bovary. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Alors, incipit célébrissime chez les spécialistes du roman parce que vous savez que Flaubert est l'inventeur de la célèbre impersonnalité du roman. Il n'y a pas de première personne, rien du tout, etc. On décrit la réalité et le romancier et l'écrivain disparaît derrière son texte. Et voilà que ce roman, Madame Bovary, qui est une sorte de manifeste illustrant cette théorie, commence par « nous ». Nous étions à l'étude. Pourquoi ce « nous » ? Nous étions à l'étude quand le proviseur entra suivi d'un nouveau, avec ce nouveau en italique. Alors, tout de suite, les dynamistes sages ont trouvé des raisons d'expliquer ce nous. C'est pour établir un lien entre le temps du réel, où se trouve le lecteur, et le temps de la fiction. Mais il n'empêche que ça contredisait totalement ce principe d'impersonnalité. Alors, avant de vous donner la solution, parce que je crois que c'est la solution, vous vous rappelez donc l'histoire. Charles Bovary, donc, qui, ce brave monsieur, enfin, qui manifestement n'était quand même pas un jeune premier très séduisant, et qui manifestement n'était pas non plus un foudre de guerre, et c'est sans doute un limaçon lui aussi, qui déçoit Emma Bovary, qui prend donc un premier amant, cet amant l'abandonne, prend un deuxième amant qui s'appelle Léon, si vous voyez l'histoire, vous la connaissez j'imagine, après elle meurt, elle s'empoisonne, etc. Léon, qui était un jeune homme et tout fier d'avoir comme maîtresse une femme mariée, parce que c'était le grand chic à cette époque, pour un jeune homme de commencer sa vie sexuelle, c'est quand même mieux une femme mariée que ce qui est le tout venant de l'initiation sexuelle à cette époque, c'est-à-dire la prostitution. Bon, à un moment donné tout de même, il faut qu'il mène sa vie, donc il abandonne à son tour Madame Bovary, et il va épouser une mademoiselle Leboeuf. Bon, Madame Bovary bien triste, elle s'est endettée, etc., etc., et finalement, elle est contrainte à se suicider. Pourquoi elle se suicide ? Parce qu'elle a fait des dettes, etc. Cela sous le regard à la fois amusé et réprobateur du maire d'Yonville. Elle habite dans une petite ville qui s'appelle Yonville, qui s'appelle Monsieur Tuvache. Leboeuf, Tuvache. Bon, je reviens à nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois. Deuxième remarque. Vous trouvez de façon répétitive dans la correspondance de Flaubert des allusions au bovin. Il dit « je suis un veau », il dit « vachon, vacher », voilà, c'est ça ma philosophie. Il y a une sorte d'obsession de la rumination chez Flaubert. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est normand et qu'il y a beaucoup de bovins en Normandie, mais aussi parce que la vache, vous savez ce qu'elle fait ? Elle mâche de l'herbe, elle mâche, elle la renvoie dans ses estomacs, et finalement elle fait du lait. Autrement dit, c'est la rumination de la matière simple qui produit quelque chose, et de fécond qui est le lait. Et chez Flaubert, la rumination devient pour lui une sorte de symbole de l'art ou de la littérature. C'est-à-dire la capacité animale
de ruminer le réel, de le ruminer, de fabriquer quelque chose avec, par opposition aux imbéciles selon Flaubert, c'est-à-dire les hommes de savoir, les professeurs, les journalistes, ceux qui prétendent savoir, c'est-à-dire M. Homais dans le roman. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois. Alors vous avez, dans le début du roman, 7 fois le pronom personnel « nous » qui apparaît, et toujours à proximité du mot « nouveau » en italique. Ce qui est tout à fait remarquable, parce que vous savez peut-être que Flaubert met parfois des mots en italique, mais une seule fois, lorsqu'il fait un effet de citation, comme on fait aux États-Unis. Bon. Mais 7 fois de suite, c'est tout à fait étonnant. Et puis ensuite, le nouveau disparaît et le nous. C'est parce que il faut lire ainsi, nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau, il faut le lire comme ça, nous étions à l'étude lorsque le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois. C'est-à-dire que Charles Bovary, c'est un veau, c'est cette bonne animalité, bovinité, parce que le vrai personnage principal, le vrai héros du roman, c'est Charles Bovary. Charles Bovary est un pauvre veau et qui n'arrive pas à se faire aimer d'Emma parce qu'on n'accepte pas de considérer que la bovinité, c'est justement le meilleur de l'humanité. Je vous ferai observer qu'on parle toujours pour le dénouement du roman du suicide, de la mort de Madame Bovary, mais Madame Bovary se suicide en s'empoisonnant, c'est à la portée de n'importe qui, il suffit d'avoir le poison sous la main. Charles Bovary, lui, meurt d'amour. Il est dans son jardin à la fin, et il meurt d'amour. Et en fait, donc, le vrai drame, c'est le drame de Charles Bovary, qui étant un bovin, malheureusement plus bœuf que taureau, n'arrive pas à se faire aimer de Madame Bovary. Donc, il faut imaginer un Charles Bovary comme cela. Bon, je pourrais, j'ai pas le temps de vous prouver que j'ai raison. Je vais vous donner tout de même les 3 versions successives de cette phrase initiale, puisqu'on a les manuscrits, on a tout ce qu'il faut. Première version, 1h30 venait de sonner quand le proviseur entra, suivi d'un jeune garçon d'environ 15 ans et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Il n'y a ni le nous, ni le nouveau. Version suivante, 1h30 venait de sonner à l'horloge du collège quand le proviseur entra dans l'étude, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Version définitive, corrigée à l'étape finale du livre, sur les épreuves d'imprimerie, nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Je ne prétends donc pas que Flaubert a écrit tout son roman en pensant à ce calembour. Je dis en revanche qu'à un moment donné, il s'est rendu compte du calembour. Il s'est rendu compte que ce calembour résumait la totalité du roman. Et résumait ce qu'il y a de plus terrible, de plus émouvant dans le roman. Voilà, donc voici aussi une de ces blagues que l'on ne voit pas, si on la voit. Parce que justement, il y a eu en 1971 un colloque de Cerisy, un de ces grands colloques dont on parlait à l'époque, où un des participants, Ricardou, qui est un célèbre critique, fait toute sa communication sur le nouveau. Alors, seulement, il ne voit pas l'intérêt, il dit simplement il y a un jeu sur le mot. Et que dans l'assistance, vous avez des universitaires qui disent « Ah oui, mais il y a aussi Mademoiselle Leboeuf, ah, mais il y a aussi Tuvache ». Et donc, on l'a vu, mais c'était tellement énorme de voir dans ce roman, qui est un roman mythique de la littérature, une blague, qu'on a décidé de l'oublier. C'est qu'on a oublié qu'en 1971, on avait percé à jour la chose. Et moi, quand j'ai redécouvert le calembour, j'étais très heureux. Je pensais être le premier. Et j'ai vu que non. Enfin bon, après tout, j'étais le second, c'est pas si mal. Et dans le livre La sociocritique dirigé par Claude Duché, il y a un article qui est l'article fondateur de la sociocritique, que tu connais évidemment très bien, et où il commente cette incipit, et il met en note que faire du veau. Le veau n'est pas intéressant, donc il décide que le veau n'a pas de sens par rapport à l'interprétation du texte, et donc on va faire comme s'il n'y avait pas de veau dans le roman. Donc vous voyez, je reviens à mon point de départ. D'une part, la présence passive dans de grands textes de plaisanterie, et d'autre part, la décision prise par l'institution de l'université, en tout cas en France, parce que c'est pas bon, en tout cas de ne pas voir ces plaisanteries parce que on ne sait pas quoi en faire. Ça rappelle une réflexion que m'avait faite un vieux baudelairien quand j'étais un tout jeune chercheur, où je voulais absolument lui convaincre qu'il y avait une de ces blagues comme ça dans un poème de Baudelaire. Il dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, je glose, il dit oui. Bon, vous avez raison, mais quel intérêt ça a?
C'est extraordinaire comme réflexion. C'est-à-dire, d'accord, ça y est, moi, continue à faire comme si ça n'y était pas, parce que je ne vois pas ce qu'on peut en faire. Ce qui est exactement la réaction de Claude Duché, qui était mon maître, donc je ne le critique pas du tout, hein, mais à propos du veau de Flaubert. Donc voilà, j'ai vu toutes ces choses, et je me suis d'abord demandé quel sens ça a. Alors j'ai eu un premier principe d'explication, qui m'a appris, que j'ai poursuivi pendant une dizaine d'années, dont je reparle dans l'histoire littéraire, qui est que la densité, la fréquence de ces plaisanteries dans les textes de la littérature moderne, hein, essentiellement à partir du 19e et surtout au 19e siècle, pour moi, résultait, je le dis toujours, mais ce n'est plus pour moi une explication suffisante, de ce que j'ai appelé le passage de la littérature discours à la littérature texte. Et donc, en quelques mots, jusqu'au 18e siècle, début du 19e siècle, l'écrivain est un orateur au sens où il s'adresse à son lecteur. Il dit ce qu'il a en tête, soit c'est de la pensée, il est philosophe, soit c'est de l'imagination, de la fiction, il raconte des histoires bizarres, mais en tout cas, il est en communication avec son lecteur et il parle en son nom en quelque sorte. À partir du 19e siècle, avec le développement du marché du livre et aussi du marché de la presse, l'écrivain n'est plus un homme qui parle, qui discourt pour parler à son public, mais il est un fournisseur de textes, il alimente, je dirais, le marché libre, le marché ouvert de l'édition, et donc on lui demande de se taire. Bon, tais-toi, mais remplis ta fonction. Et donc il y a un changement profond je dirais, de la nature de l'acte littéraire et de l'objet littéraire, qui n'est plus un discours mis en forme, à entendre ou à lire, mais un texte donné à lire. Et donc, en quelque sorte, l'écrivain est requis de se taire, d'où le roman à la troisième personne. D'ailleurs, le roman à la troisième personne, il y a un très bel article de Benjamin sur la mort du narrateur. Le roman a tué le narrateur, ce qui évidemment est paradoxal si on a lu Genette, et qui nous a fait croire qu'il y avait toujours un narrateur implicite, même lorsqu'il n'y avait pas de récit. Et Benjamin dit le contraire. Donc, si personne ne parle, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de narrateur. Et donc, l'écrivain, lui, qui est toujours un être de parole et qui veut s'adresser à son public, il a une sorte de frustration et il veut dire à son lecteur « Coucou, je suis là ». Alors la meilleure manière d'imposer une présence, c'est le rire. Parce que lorsqu'on rit, on rit toujours avec quelqu'un, on ne rit pas avec quelque chose. On voit une petite lueur dans l'œil et il se crée un lien qui traverse même le sérieux apparent d'une parole. Et donc ma thèse, et j'ai appelé ça le principe de subjectivation, c'est que le rire était un procédé majeur utilisé par l'écrivain pour imposer sa présence à travers le texte et malgré la contrainte du texte. Alors il y a d'autres mécanismes de subjectivation, mais je prétends en effet qu'à partir de là, toutes les grandes œuvres de la littérature moderne ont en leur cœur quelque chose qui relève d'un rire caché. C'est vrai pour Hugo, c'est vrai pour Balzac, c'est vrai pour Flaubert, c'est vrai pour Rimbaud, c'est vrai pour Mallarmé qui est très ironique, etc., etc. Alors c'est pas vrai pour Vigny, mais je disais que je ne parlais que des grands écrivains. Voilà, donc j'ai poursuivi cette étude pendant un certain temps. Petite citation, voilà, de mon ami Gustave. Le comique arrivé à l'extrême, le comique qui ne fait pas rire, le lyrisme dans la blague est pour moi tout ce qui me fait le plus envie comme écrivain. Hein, le comique qui ne fait pas rire. C'est une telle envie de rire que ça en devient lyrique. Et il y a d'autres citations, c'est extraordinaire, lisez la correspondance entre Flaubert et son ami Louis Collet. Flaubert est un écrivain qui essentiellement riait du monde. Le problème, c'est comment fait-on pour faire une œuvre quand on ne croit à rien et qu'on a envie de rire? C'est très difficile. Formule qu'il donne aussi à Louis Collet, cette fois-ci en 1954. L'essentiel pour lui, c'est l'acceptation ironique de l'existence, sa refonte plastique et complète par l'art. C'est-à-dire que le rire disparaît et se transforme en fait artistique. Et pour l'écrivain, en fait artistique et lyrique. Et encore une fois, il n'y a pas d'opposition chez Flaubert entre l'ironie et le lyrisme, à condition de comprendre comment se fait cette transmutation. Bon, j'avais aussi un exemple chez Rimbaud, mais je laisse. Alors, après beaucoup de temps passé à relever toutes ces bizarreries dans les textes, cette saturation de textes, je me suis dit que je n'allais pas tomber
dans le travers le plus fréquent dans les études littéraires, c'est de croire que les écrivains, c'est eux qui inventent tout dans une société où on ne comprend rien. Il y a une sorte de caricature habituelle, c'est l'écrivain qui se moque du bourgeois, le bourgeois est sérieux, etc., il est bête, etc. Puis les écrivains font plein de fantaisies, se moquent de lui. Ce n'est pas vrai. Le bourgeois du XIXe siècle rit, il rit beaucoup. C'est un bourgeois voltairien, il n'y aurait pas eu des petits journaux de blagues, il n'y aurait pas eu des spectacles drôles, etc., si le public n'aimait pas rire. Donc la vérité du XIXe siècle, c'est que le XIXe siècle est un siècle où tout le monde rit tout le temps. Enfin, tout le monde, en tout cas, le public parisien, le public bourgeois. Et donc, c'est un phénomène d'histoire culturelle. Et donc, c'était la deuxième étape dans mon parcours d'analyse du rire. C'est passer de l'histoire littéraire ou de la poétique historique à l'histoire culturelle. Et à ce moment-là, c'est repenser la culture du XIXe siècle. Alors ça, dans le cadre d'un ouvrage collectif qui s'appelait l'Empire du rire, qui cette fois était une histoire du rire, en France en tout cas, du XIXe au XXIe siècle, et qui inversait cette image d'un siècle engoncé dans le sérieux, qui est tout simplement une contre-vérité absolue. D'une part, parce que le rire a été consacré à cette époque comme moyen de contestation et de contournement de la censure. On a au XIXe siècle, c'est un siècle singulier parce que la Révolution française a posé solennellement des principes fondamentaux, liberté, égalité, la fraternité viendra un peu plus tard, mais en tout cas la liberté d'expression. Et tout de suite après, cette liberté d'expression est contredite par une série de mesures, de régimes qui sont des régimes qui appliquent la censure de façon plus ou moins forte. Mais donc il y a une contradiction entre la liberté qui est posée comme principe et la censure qui, de facto, la limite de façon plus ou moins sévère, selon qu'il s'agit de la Restauration, de marché de Juillet, etc. Et qu'une façon donc de résoudre cette contradiction, je ne peux pas être libre de dire ce que je pense, mais je veux quand même faire comprendre que j'ai des choses à dire et d'abord je veux affirmer ma liberté, c'est de rire. Et donc il y a en France une sorte de consécration politique de la satire et de la moquerie. Ce qui est singulier, c'est que se moquer de quelqu'un, c'est pas forcément quelque chose de bien, mais il y a dans la tradition républicaine française c'est cette idée que le rire est le signe de la liberté d'expression, et ça a été réactivé en France, bien sûr, après l'attentat contre les caricaturistes de Charlie Hebdo, où brutalement le rire est devenu une sorte de chose nationale, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que désormais on parle du rire en France matin, midi et soir, du fait de cet événement tragique. Alors vous avez là la caricature peut-être la plus célèbre de l'histoire de la caricature française, la célèbre Poire de Philippon. Philippon qui était le directeur du journal La Caricature, et El Charivari passe en jugement parce qu'il a fait une caricature du roi Louis-Philippe. Et il dit, mais non, c'est pas Louis-Philippe. Et fait 3 dessins pendant le procès où on voit la transformation du roi Louis-Philippe progressivement en poire. Donc la première image en haut à gauche, on le connaît bien. À droite, il commence à s'élargir, etc. Le troisième, il reste plus grand-chose. Et le quatrième, qui est en réalité une esquisse faite par Daumier, qui travaillait pour Philippon, il n'y a plus qu'une poire. Et à partir de là, dans ce qu'on appelait la campagne de l'irrespect, apparaissent sur les murs de Paris des poires, des poires partout. Même vous avez des tableaux très sérieux, vous avez des poires. Dès que vous avez une poire à cette époque, c'est pour se moquer de Louis-Philippe. Et Louis-Philippe va devoir traîner comme ça son image de poire jusqu'à sa chute en 1848. Donc, premier temps de ce règne du rire au XIXe siècle, c'est jusque la Troisième République. Donc le rire est consacré, encore une fois, je le répète, comme principe de contestation. Et puis, sous la Troisième République, désormais, il n'y a plus de censure, mais le rire devient une sorte de pratique culturelle, d'industrie culturelle à grande échelle en France, avec notamment le chat noir qui est un peu le Canal+ de l'époque et qui bouleverse l'esthétique du rire avec un auteur génial comme Alphonse Allais, puis des tas de choses que je n'ai pas le temps de faire. Donc j'ai passé beaucoup de temps ensuite à faire cette histoire du rire, histoire culturelle cette fois du rire, considérée non pas comme une sorte d'invention d'écrivain, mais comme quelque chose qui est le fond de la culture du
du XIXe siècle. À ce propos, tu parlais du Québec et du rire, mais le rire en France au XIXe siècle a eu à peu près la même fonction, je crois, que le rire pendant la Révolution tranquille au Québec. C'est signe de contestation, avec aussi le même point commun, c'est que le rire français est toujours... C'est peut-être son élément le plus permanent, un rire anticlérical. La question du rapport à l'Église catholique, quelque chose d'absolument essentiel. On ne rit pas lorsque on est un bon croyant, et je pense que cette dimension anticléricale existe aussi dans la tradition québécoise, mais je ne veux pas m'avancer sur un terrain qui n'est pas tout à fait bien, même si je connais un petit peu. Voyez par exemple que à l'exposition universelle de 1900, vous avez la Maison du Rire. C'est-à-dire que voilà, les provinciaux, les étrangers qui voulaient savoir ce qu'était la France, vous aviez une maison consacrée au rire. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un journal qui s'appelait Le Rire et que la maison était financée par ce journal. Mais il n'empêche que vous voyez le rire considéré comme un monument national. Si vous prenez par exemple les 10 films au box-office français, c'est-à-dire les films qui ont fait le plus d'entrées. Si vous voyez le box-office américain, c'est les blockbusters les plus extraordinaires. En France, les 10 films qui ont fait le plus d'entrées au cinéma depuis le début, ce sont des films comiques. Et donc il y a une tradition comique française qui fait de la France un des grands pays européens en matière de culture du rire. Tous les pays ont une culture du rire, mais c'est vrai qu'il y a des traditions nationales. Alors si je fais l'histoire moderne du rire, moderne c'est-à-dire au sens strict, c'est-à-dire depuis la Renaissance, vous avez, je dirais, 4 grandes nations ou 4 nations en tout cas, qui à un moment donné ont été des leaders, si je puis dire, ou qui ont eu le soft power du rire dans le monde occidental. Ça a d'abord été l'Italie à la Renaissance, avec la commedia dell'arte et des tas de choses. Ensuite, ça a été l'Angleterre au XVIIIe siècle, avec l'humour anglais. La France, rire aristocratique au XVIIIe et cette culture de rire au XIXe siècle. Et à partir du XXe, les États-Unis ont imposé leur impérialisme culturel dans le domaine du rire, comme dans d'autres domaines. Voilà, ce sont quatre pays qui, de fait, ont joué un rôle de promotion, d'exploration aussi de la culture du rire. Y a-t-il un point commun? Oui. Et je pourrais parler dans l'Antiquité du rire à Corinthe, à Athènes. Le rire est un élément caractéristique des sociétés marchandes et des sociétés urbaines. Le rire est lié à l'échange commercial. Et je vous dirai pourquoi dans quelques minutes, quand j'aborderai la partie anthropologique. Mais donc, il y a l'Italie de la Renaissance, c'est le développement du commerce, c'est le pays prospère, et ensuite le rire va monter, si je puis dire, à partir de l'Italie du Nord, le Rhin et va monter jusqu'en Angleterre et irriguer la France. Bon, il y a un lien, encore une fois logique, je vous l'expliquerai, entre le développement d'une économie d'échange, économie libre d'échange, et le développement aussi d'une société urbaine. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne rit pas à la campagne, mais il n'y a pas de culture constituée avec l'invention de formes nouvelles, etc. Et alors on peut penser évidemment au Moyen-Âge, aux farces du Moyen-Âge, mais la culture du rire au Moyen-Âge, c'est aussi à la faveur des foires, c'est-à-dire des endroits où se développent des échanges du commerce, etc. Donc c'est quelque chose, c'est une constante d'histoire culturelle. Et voilà. Alors, arrivé là, je me suis dit, puisque je vous rappelle que mon propos est d'essayer de vous expliquer ce que j'ai fait, pourquoi et comment, qu'il fallait comprendre vraiment ce qu'était le rire anthropologiquement. J'étais parti avec la littérature, j'ai continué avec l'histoire, mais maintenant, c'est quoi le rire? Et j'en viens donc à ce qui m'a occupé ces dernières années. Vous connaissez la formule de Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Alors je ne vais pas vous faire une historique des théories, etc. Je vais essayer de vous illustrer de façon simple ce qu'est le rire. Au fond, c'est le rire nerveux. Vous avez eu très peur, vous avez une angoisse, et brutalement, la cause de l'angoisse disparaît et on rit. On se libère. Et au fond, avec ce rire nerveux, vous avez la quintessence du rire. Le rire naît anthropologiquement lorsque, brutalement, on a conscience d'être dans une situation où il n'y a aucune interaction dangereuse avec le réel. On est soulagé et on rit et on se libère.
C'est vraiment la chose absolument principale. Il faut qu'il y ait donc un sentiment brutal d'interaction dangereuse. Parce que face au réel, on est aux aguets. Regardez par exemple dans le monde sauvage, un tigre ou une gazelle, etc. Ils sont toujours tendus. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver un danger. C'est pour ça qu'une gazelle rit peu. Parce qu'autrement, ça serait dangereux pour elle. Tandis que l'homme, dans certaines circonstances, a le sentiment que, il n'y a pas de danger, mais comme il a amassé de l'énergie pour faire face à ce danger, il faut bien qu'il laisse sortir cette énergie accumulée. Kant l'a dit, Kant, alors pour le coup, est le premier philosophe qui a compris le mécanisme et qui l'a théorisé dans sa critique de la faculté de juger en 1790. Je voue une admiration sans borne à Kant comme philosophe, c'est toujours d'une intuition et d'une intelligence. Dans la plaisanterie, l'entendement soudain se relâche, le rire est un affect procédant de la manière dont la tension d'une attente se trouve soudain réduite à néant. Et donc il faut que cette disparition du danger se fasse brutalement pour que ça explose en quelque sorte. Herbert Spencer, qui est un grand philosophe anglais du XIXe siècle, dit à peu près la même chose. Le rire naît naturellement quand la conscience, après avoir été occupée de grands objets, est réduite à de petits, c'est-à-dire seulement dans le cas de ce qu'on appelle une discordance descendante. C'est en termes plus pédants la même chose. Et Freud dit à peu près la même chose, mais avec son point de vue qui est celui de la psychanalyse. Le plaisir du mot d'esprit nous a semblé provenir de l'économie d'une dépense d'inhibition, celui du comique de l'économie d'une dépense d'investissement, de représentation, et celui de l'humour de l'économie d'une dépense de sentiment. Dans la vie sérieuse, on passe son temps à se contraindre, à s'inhiber, puis à certains moments, on peut, je ne vais pas dire des gros mots, je ne sais quoi, et à ce moment-là, on se libère, et le rire vient de la disparition de cet effort d'inhibition, et puisque l'effort d'inhibition disparaît, on libère brutalement l'énergie. Donc vous avez ce même schéma qui apparaît dans tous les cas, et qui est typiquement et fondamentalement anthropologique, c'est-à-dire humain. D'où la formule, le rire est le propre de l'homme. Alors ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, puisque en effet des animaux rient, en tout cas les grands singes, mais pourquoi les grands singes rient ou d'autres animaux je pourrais parler longuement du rire animal, mais ça m'entraînerait trop loin, je surveille le temps. Ce sont des animaux sociaux qui vivent en groupe, et donc ils sont protégés. Vous avez des guetteurs, etc. Donc à l'intérieur d'un groupe de chimpanzés ou de gorilles, on peut faire des blagues, il n'arrivera rien. D'autre part, le rire chez ces animaux sociaux permet de gérer les relations d'agressivité à l'intérieur du groupe. Deux gorilles pourraient s'étrangler ou se tuer, mais bon, ils se contentent de rire méchamment, mais c'est simplement du rire. Autrement dit, le rire est un moyen de gestion des relations d'agressivité à l'intérieur du groupe. Et c'est vrai aussi pour les êtres humains, le rire est toujours un équilibre entre le désir d'agression et le désir de connivence. Et il y a toujours une dimension agressive dans le rire, il y a toujours une dimension de connivence. C'est comme vous êtes avec un ami, vous faites des blagues, vous vous moquez de lui, d'une certaine manière vous l'agressez, mais gentiment, et donc la blague adressé à votre ami est un moyen paradoxalement de faire un lien avec cet ami. Jusqu'au moment où vous faites une blague un peu trop lourde, et à ce moment-là, vous n'êtes plus amis. Donc vous avez dépassé le... Mais donc il faut bien penser à ça. Il n'y a pas de rire totalement innocent, il n'y a pas de rire totalement agressif. Puisque s'il y avait une vraie agression, on ne rirait plus. Ce qui me permet de revenir sur cette notion de le rire comme disparition brutale d'un sentiment de danger. Ce danger peut venir du monde extérieur, c'est évidemment le rire nerveux, mais c'est aussi le rire justement de la satire. Quand vous vous moquez de quelque chose, vous pourriez agresser, vous allez le détourner en rire. Donc le rire n'est pas méchant, le rire est une atténuation d'une agressivité possible. Donc il faut aussi penser à ça et à cet équilibre. Donc le rire est animal autant que humain, pas tout à fait. Et j'en viens donc à la spécificité du rire humain qui va me permettre de retrouver la littérature. Le rire animal est un rire ludique. On joue, c'est dans les interactions ludiques que l'on joue. Le rire humain, en tout cas le rire qui est spécifiquement humain, c'est ce que j'appelle le rire de représentation. Vous voyez quelque chose
et vous voyez un spectacle, vous voyez quelque chose de drôle dans la rue, et vous décidez que ça n'a aucun danger pour vous, et donc vous riez d'être observateur d'un réel que vous transformez en spectacle. Le rire résulte toujours d'une spectacularisation du monde. Ce n'est pas comme s'il y avait une sorte de vitre invisible qui me séparait du réel. Je n'ai rien à craindre du réel, donc je peux en rire. Et c'est pour ça, évidemment, que les formes les plus évidentes du rire, c'est au spectacle. Quand vous allez au théâtre, au cinéma pour voir une pièce comique ou un film comique, vous savez que vous allez pour rire. Vous savez que c'est fait pour rire. Et donc vous allez jouir de ce spectacle tranquillement. Alors c'est très important de comprendre donc que le rire de représentation résulte d'une spectacularisation du réel, c'est-à-dire que je n'ai pas à craindre une interaction avec le réel. C'est très important parce que, au fond, deux choses. Un, considérer le réel comme un objet de représentation, c'est la culture. Lorsque vous avez une émotion poétique, artistique, c'est parce que le réel est transformé en objet de jouissance. Et donc c'était le sens que je donnais au titre d'un de mes livres sur le rire qui s'appelle La civilisation du rire. La culture naît du rire en quelque sorte. Et ça, j'essaie de l'étayer d'un point de vue anthropologique. Hein. C'est que la capacité à rire est directement liée à la capacité à l'émotion culturelle. Puisque c'est ne pas simplement considérer le réel comme une réalité avec laquelle je suis en interaction, en danger, ou etc., mais simplement, je suis spectateur de quelque chose. C'est d'ailleurs ce que l'on voit parce que on pourrait considérer abstraitement que, en quelque sorte, la comédie est une tragédie. Vous savez que c'est les Grecs qui ont inventé tragédie-comédie. La comédie serait une tragédie dégénérée. Pas du tout. D'après ce que l'on sait de l'origine du théâtre, le théâtre a d'abord été fondamentalement comique. C'était des présentations satiriques d'épisodes de la vie de Dionysos. Évidemment, on est face à quelque chose, il n'y a pas de danger, on est ri, on est dans son siège, on est content. C'est quelque chose que les ethnographes ont remarqué. Ils vont dans des sociétés traditionnelles, en Afrique ou ailleurs, puis ils voient les gens rire de n'importe quoi autour du feu dans un village. Bon, pourquoi ils rient? Ils rient parce qu'ils sont en sécurité. Parce qu'ils ne sont plus en situation de danger dans la savane. Ils n'ont qu'à jouir de ce qu'ils voient. Et le seul sentiment de sécurité que donne cette situation de spectateur fait rire. Et donc, de fait, ce n'est pas la comédie qui est une tragédie dégénérée, c'est la tragédie qui est une comédie où on se dit, on ne peut pas rire tout le temps, quand même, il faut bien faire quelque chose. Et on a, en quelque sorte, redonné du sérieux, réintroduit du sérieux dans quelque chose qui, fondamentalement, reposait sur la légèreté, le soulagement du comique. Donc, cette idée que, je ne dirais pas que toute culture est comique, mais il y a une consubstantialité entre le fait culturel et l'émotion du rire. Deuxième point, considérer le réel comme un spectacle. Quel est le type de culture à notre époque qui transforme toute réalité en simple objet de représentation? C'est l'autre objet de ma spécialité, à savoir la presse et les médias. Les médias, les médias s'interposent constamment avec le réel. Et c'est pourquoi la culture médiatique est fondamentalement une culture qui mène à la parodie et au rire. Vous avez deux grandes dimensions dans la culture médiatique. Soit vous faites oublier que c'est une pure représentation. C'est ce qu'on appelle le sensationnel. On fait croire, lorsque vous lisez un récit de faits divers, que vous y êtes, là, vous avez peur, etc. Le sensationnalisme, qui est le titre d'un livre que vous avez en présentoir, d'un excellent spécialiste, Johan Verillac, qui vient de sortir un livre sur le sensationnalisme. Et la deuxième façon, c'est de dire que tout n'est que spectacle. Et donc, c'est la culture parodique. Et au fond, toute la culture médiatique, depuis le XIXe siècle, d'aujourd'hui jusqu'aux réseaux sociaux, se partage entre une culture de sensationnel qui fait croire que le spectacle représenté c'est du réel, et la culture plutôt parodique et comique qui fait croire que la culture réelle ce n'est que du spectacle. Et puis à certains moments, on se rend compte que ce n'est pas que du spectacle. Moi, c'est ce qui m'a frappé au début de la crise du Covid. On regarde les actualités. Ah, c'est rigolo, tiens, en Chine, il y a des trucs. Puis au bout d'un moment, non, c'est chez nous, ce n'est plus du média, c'est de la réalité. Et le retour au réel a été absolument saisissant. On a reculé 2-3 siècles parce qu'on est dans un monde où toute réalité est médiatisée. Et donc peut être soit être prise au sérieux, soit on fait des émissions sensationnelles. Mais donc voilà, c'est logique que depuis le
19e siècle, c'est-à-dire depuis la structuration de nos médias, d'abord la presse, ensuite l'audiovisuel, etc., nous sommes envahis par l'humour et le comique. Alors vous avez des philosophes qui ensuite, c'est trop, on rit tellement que c'est plus drôle, ça je ne sais pas. Bon, mais toujours est-il qu'il est vrai que le fond de notre culture contemporaine est une culture comique à cause des médias et aussi à cause de ce que je disais tout à l'heure, nous sommes dans des sociétés de consommation, c'est-à-dire où il y a des échanges marchands permanents. Il n'y a quasiment pas de publicité qui ne comporte pas un élément humoristique. Et c'est logique. Puisque donc, la consommation, c'est quoi? Vous obligez à dépenser, vous allez donner de l'argent. Ben, il faut vous dire, c'est pas grave, surtout. Et donc, il y a une sorte d'enrobage, d'anesthésie humoristique de la consommation, sauf si vous achetez quelque chose de très cher. Parce que si vous achetez une très belle montre ou une très très belle voiture, au contraire, on va tomber dans le religieux. Donc, vous avez deux types de publicité. La publicité qui joue sur l'émotion religieuse, quand c'est très très cher, et pour les happy few qui ont de quoi dépenser beaucoup d'argent, et vous avez les publicités humoristiques. Mais nous baignons dans le rire. Hein, j'ai l'habitude de dire que l'industrie culturelle la plus puissante, mais de très très loin, dans nos sociétés, c'est l'industrie du rire, à condition de considérer évidemment l'ensemble des manifestations de cette industrie, les médias, le cinéma, mais aussi, encore une fois, le continent immense de la publicité. Donc voilà, j'en suis où de mon parcours. Bon, donc voilà, j'ai poursuivi l'ensemble de ces réflexions autour de l'anthropologie du rire. Petite citation d'un anthropologue, Albert Piette, qui lui est un anthropologue du religieux. Alors je lis la citation et je vous dis ensuite le rapport. Alors quand j'ai découvert ces livres, j'étais très heureux parce que lorsqu'on a des idées un peu farfelues, c'est bien de voir un autre avoir les mêmes, c'est très rassurant, c'est comme pour Flaubert. Imaginons cette rencontre possible entre deux homos. Des homos, c'est appartenant à l'espèce homo, homme néandertal ou autre, etc. L'homme de Néandertal et Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous. Les deux seraient dotés d'une capacité de conscience réflexive, mais le néandertalien aurait moins appris qu'Homo sapiens sapiens à injecter du repos dans l'action, à tempérer sa lucidité. Mais il y a un autre point commun qui traverse la réflexion sur ces situations, la distraction ou le détachement, disons le mode mineur. Ce qui fait l'Homo sapiens, dit Piette, c'est pas l'intelligence, parce qu'on peut toujours trouver des corbeaux, des dauphins, qui vous voulez très intelligents. L'Homo sapiens, dit Albert Piette, est le seul animal qui est capable de dire j'ai le lâcher prise, il peut tout arriver, je suis tranquille. De mettre à distance le réel. Alors on l'explique, vous savez, je ne sais pas, parce qu'il y a une capacité de fragmentation, de sectorialisation du cerveau. On peut penser une chose et ne rien penser dans une autre partie du cerveau, parce qu'on a un cerveau organisé par compartiment. Bon, je laisse de côté l'explication cognitive, mais donc, dit Piette, l'homme, c'est d'abord la capacité à desserrer l'étreinte du réel. Et c'est ça qui fait l'homme. Alors je ne sais pas si c'est ça qui fait l'homme, parce que les spécialistes des animaux disent c'est ça qui fait l'animal, mais les anthropologues disent c'est ça qui fait l'homme. On a toujours tendance à croire que c'est dans son domaine que se trouve la singularité. Je suis sûr qu'on va bientôt trouver de l'intelligence chez les plantes, ça je n'en sais rien, donc je laisse de côté ce désir toujours de singularisation. En revanche, je crois en effet que c'est quelque chose d'essentiel, et par rapport au rire, c'est l'essentiel en effet, c'est cette liberté que l'on acquiert. Et cette liberté que l'on acquiert, elle est essentielle parce que c'est elle qui permet d'être créateur, qui permet l'art, la littérature. Si on cesse de regarder le réel comme un ennemi ou un danger, on libère un espace pour la création. Et c'est ça le fond de la chose. Et j'ajoute que Albert Piette, lui, n'est pas un anthropologue du rire. Il n'y en a pas d'anthropologue du rire. C'est un anthropologue de la religion. Et il dit l'homme a inventé la religion pour justement desserrer l'étreinte du réel. Le surnaturel, c'est ce qui permet aux sociétés humaines, archaïques bien sûr, ils pensent à la préhistoire, de libérer un espace pour créer. Eh bien je dirais que la religion et le rire sont en effet les deux manifestations culturelles sur la longue durée de l'histoire de cette capacité sociale
culturelle de l'homme à libérer un espace de liberté qui sera un espace de création. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, depuis toujours, vous avez une sorte de confrontation entre les sociétés religieuses et les sociétés qui rient, en quelque sorte. Et alors, notre société capitaliste libérale est une société du rire et qui s'oppose à d'autres sociétés où la religion joue le même rôle. Mais c'est pas un hasard si le rire français est un rire anticlérical, parce que ce sont en quelque sorte des ennemis naturels, même si certaines religions, ou toutes les religions, ont dû développer un espace où on pouvait rire. C'est le rôle du carnaval, par exemple, dans les sociétés médiévales, et toutes les religions ont délimité un espace possible pour le rire. J'ai parlé du théâtre grec. Dionysos a justement été ce lieu religieux où il était possible de rire, par opposition à Apollon. Vous savez, l'opposition entre Apollon et Dionysos, popularisée par Nietzsche. Voilà, donc vous voyez l'importance de tout cela. Je ne suis pas le premier à l'avoir noté, et notamment Baudelaire. Hein, j'ai plaisir à citer quasiment toujours cette extraordinaire réflexion de Baudelaire. L'essence très relevée du comique absolu en fait l'apanage des artistes supérieurs qui ont en eux la réceptibilité suffisante de toute idée absolue. Hein, Baudelaire théorise. Alors, Baudelaire est le seul écrivain français qui ait écrit un livre entier consacré au rire. C'est un essai publié en 1855 sous le titre de l'essence du rire. Mais quand j'ai publié mon livre Baudelaire poète comique, beaucoup de gens se sont dit comique Baudelaire, etc. Alors qu'il dit explicitement que le rire est le secret de l'art, de la création et donc de la sienne. Alors Baudelaire, dans son essai, oppose ce qu'il appelle le comique significatif ou le comique ordinaire et le comique absolu. Le comique ordinaire, c'est la satire, c'est se moquer, il est bête, etc. Il dit ça, c'est pas intéressant. Il dit c'est le comique français. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est un comique qui consiste simplement à se moquer de la réalité, mais on n'invente rien. Et d'autre part, c'est un comique qui veut donner des leçons de morale. On se moque de quelqu'un, donc soit on est sérieux, soit on est drôle, mais on ne peut pas être les deux à la fois. Et donc, Baudelaire avait vraiment une détestation, par exemple, de Molière ou de Voltaire. Ça me faisait plaisir parce que je les aime pas non plus, je ne suis pas le seul. Et non, le vrai comique pour lui, c'est le comique absolu, c'est un comique d'imagination. Et pour lui, pour Baudelaire, le comique rejoint le fantastique, ce qu'il appelle le surnaturalisme. C'est-à-dire inventer des choses fantaisistes, extraordinaires, se donner des sortes de débauches d'imagination, et c'est drôle, et à la fois, c'est de la création artistique. Et c'est un petit peu ce que je veux vous expliquer. Et j'aime aussi cette autre citation où il lie en même temps l'imagination et le rire, deux qualités littéraires fondamentales, surnaturalisme et ironie, coup d'œil individuel, aspect dans lequel se tiennent les choses devant l'écrivain, puis tournure d'esprit satanique. Le surnaturel comprend la couleur générale et l'accent, c'est-à-dire intensité, sonorité, limpidité, vibrativité, profondeur et retentissement dans l'espace et dans le temps. Il y a des moments de l'existence où le temps et l'étendue sont plus profonds et le sentiment de l'existence immensément augmenté. Donc ce lien entre une sorte d'hyperesthésie, d'émotion absolue, d'essence et d'imagination, et le rire, ça va ensemble. Pourquoi ? Parce que le rire met en quelque sorte l'esprit en apesanteur, mais cette apesanteur, il faut l'utiliser. Et c'est l'imagination créatrice, donc ça explique le surréalisme. Le surréalisme, c'est vraiment l'aboutissement de ça. Et on comprend que, depuis le XIXe siècle, l'invention artistique et littéraire est toujours connectée d'une certaine manière à cette libération de l'espace intérieur que permet le rire. Bon, encore 5 minutes, je peux, parce que bon, c'est... À partir de là, je me dis, c'est bien gentil, c'est toutes ces théories, mais pourquoi rit-on ? Quelle est la mécanique précise du rire ? Et je vais très vite parcourir les 4 clés du rire. Qu'est-ce qui fait qu'on rit mécaniquement ? Enfin, c'est ce que dit Freud. Parmi les grands textes sur le rire, hein, il y a le livre de Baudelaire et le livre de Freud sur le mot d'esprit, hein, qui est d'une subtilité, toute question de psychanalyse mise à l'écart, mais une subtilité de pensée tout à fait extraordinaire. Et Freud dit, dans le rire, il y a 2 choses et pas une. On libère donc ce qui est refoulé. Il y a une jouissance à libérer ça. Mais il y a la mécanique qui libère. Donc il y a le procédé comique qui ouvre en quelque sorte la vanne, et il y a le plaisir de l'eau qui se déverse dans la vanne. Et il dit très souvent, on confond les deux. Il faut d'une part savoir ce qu'on libère, et savoir quelle est la mécanique, le calembour, le jeu de mots, etc. Ce sont 2 choses distinctes. Et dit Freud, qui décidément est un esprit subtil, on ne peut pas savoir la proportion qui intervient dans le plaisir de rire entre les 2 choses.
entre ce qui relève de la mécanique du rire et d'autre part la jouissance de la libération intérieure. Et dit encore Freud, et si on le savait, on ne pourrait pas rire. Il y a une sorte d'indétermination dans le rire. On ne sait jamais pourquoi on rit. C'est pourquoi il ne faut jamais opposer le rire bête et le rire intelligent, bien sûr. Le rire est toujours bête, d'ailleurs, bon, c'est toujours intelligent et toujours bête à la fois. C'est justement parce qu'on a affaire à quelque chose qui reste très indistinct qu'il y a une sorte de... C'est très étonnant, le rire. Enfin, moi qui aime rire, après on se sent bouleversé d'intérieur. Enfin, il se passe des choses qui sont brisées à l'intérieur. Et moi, lorsque j'ai des grands rires, des grandes séances de rire, après je me sens mal, je sens bien que j'ai tout secoué à l'intérieur. Bon, et on ne sait pas quoi. Et c'est important de ne pas savoir quoi. Alors, tout de même, les 4 clés du rire. Alors, le premier procédé, alors ça, c'est vraiment, on le trouve dans toutes les analyses, et là j'ai rien inventé. Bon, on ne peut pas inventer. Bon. C'est l'incongruité. Il faut qu'il y ait brutalement quelque chose qui cloche. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, comment, mais il y a une sorte de dissonance qui fait rire. Bon, j'ai ça. Deuxième temps, la subjectivation. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est le lien de complicité. C'est ou bien on dit quelque chose qu'on a au fond de soi-même, on transmet quelque chose. Donc c'est à la fois l'émotion qu'on a à se dévoiler un peu tout en se voilant et l'émotion qu'éprouve l'autre. C'est une jouissance, le rire. Donc plus on rit, plus on se sent bien. Troisième principe, l'expansion. On dit souvent que le rire repose sur l'exagération. Mais c'est plus que ça, c'est que lorsqu'on rit, on a envie de faire durer le rire. Donc le rire est toujours un gros rire, c'est le problème d'ailleurs dans les films comiques, ils en font toujours trop. Mais ils en font toujours trop parce qu'on a du plaisir à rire. Et combien de fois, lorsque je parle avec quelqu'un qui est allé voir un spectacle comique, et il a bien ri pendant 1 heure, il dit « Oh non, finalement, c'était un peu bête, c'était pas intéressant. » Mais parce qu'il a honte pendant 1 heure d'avoir ri. Mais donc le rire est toujours grossit toujours les choses. Mais il ne grossit pas les choses pour des raisons rhétoriques, mais pour des raisons physiologiques. C'est qu'on veut faire durer le rire, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'énorme. Et j'en viens à ce qui est ma vraie découverte, la quatrième clé. Le fondement du rire, disais-je, c'est l'incongruité, quelque chose de bizarre. Imaginez que, brutalement, je vous mette à pieds joints sur la table, en poussant des cris, en sautant en l'air. Vous vous diriez, c'est ennuyeux, un professeur devient fou, ce serait gênant, etc. L'incongruité ne fait jamais rire. L'incongruité fait peur. En réalité, pour rire, on se sentant en sécurité, sans avoir peur, il faut rire de quelque chose que l'on reconnaît comme risible. On rit toujours de quelque chose qu'on sait risible. D'où mon 4e principe, le principe de reconnaissance. Ce qui est fondamental, parce que le rire est toujours banal. Le rire repose toujours sur les stéréotypes, les lieux communs, dont on sait qu'ils peuvent faire rire. Et pourquoi les spécialistes du rire n'ont pas vu cette chose absolument fondamentale? C'est que la plupart des théories, en tout cas culturelles du rire, partent de l'analyse du cinéma comique ou du théâtre comique, etc. Mais rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque vous allez voir un spectacle, vous savez que vous y allez pour rire. Donc vous n'avez absolument pas peur. N'importe quel film comique, pensez à ce qui arrive au personnage. Il va passer sous une voiture, on le retrouve à l'hôpital, tout cassé, etc. On rit parce qu'on sait que c'est un film comique. Mais dans la réalité, l'irruption du nouveau, du bizarre, ne peut pas faire rire. Et donc, le plaisir de rire est le plaisir de reconnaître quelque chose de familier. Alors ça, 2 conséquences. La première, c'est très compliqué d'être un grand artiste du rire, parce que la marge d'innovation est très faible. Il y a une très très grande permanence dans les procédés, dans les formes. Pourquoi? Parce que si vraiment on crée quelque chose de nouveau, ce ne serait pas comique. Et donc on ne doit pas non plus reprocher à un comique d'utiliser toujours les mêmes stéréotypes, les mêmes blagues, etc., parce que ça ne ferait pas rire. De toute façon, le comique se nourrit de l'air du temps, de l'idéologie partagée. Donc si l'idéologie est bête, ou est ceci ou cela, on rira de ça. Dans les années 70 en France, vous avez toute une série de blagues qu'on dirait homophobes maintenant, parce que ça se faisait de se moquer de ça. Maintenant on ne le fait plus parce que ça ne fait plus rire. Mais de toute façon, chaque époque rit de ce qui est le fond commun banal et toxique d'une époque. Donc je le répète, il n'y a pas à opposer le rire intelligent
les rires bêtes, parce qu'on ne comprend pas ce principe fondamental, c'est que le comique est en gros une réitération en forme de spectacle de ce qui est déjà usé et archi-usé dans l'idéologie. Donc il ne faut pas attendre, d'où ma grande prudence à l'égard de la vocation de contestation, de liberté, du rire, etc. Le rire joue un rôle de contestation quand effectivement il n'y a que le rire possible. Lorsque vous aviez au XIXe siècle un pouvoir autoritaire appuyé à l'Église catholique qui n'était pas rigolote, on peut rire. Mais si vous prenez par exemple au moment de l'affaire Dreyfus, la plupart des caricaturistes, la plupart de la presse humoristique étaient anti-Dreyfusards. C'est rigolo de se moquer des Juifs. Ceux qui étaient pour Dreyfus, c'était les gens sérieux, qui disaient non, on n'est pas là pour plaisanter, on est là pour défendre le droit. Donc il faut être prudent sur ce genre de choses, mais il faut être prudent aussi sur la censure à l'égard du rire. Parce que si on interdit au rire d'être bête ou d'utiliser des stéréotypes, tout simplement, décidons de ne pas rire, parce que ça fait partie donc il y a des conséquences politiques et idéologiques à cette considération. Mais le temps passe encore, donc alors voilà, j'en étais arrivé là à découvrir que pour rire, il faut nécessairement reconnaître quelque chose de risible. Il y avait quelque chose de la répétition, de la réitération. Et je pensais à ces blagues on raconte. Moi, j'ai des blagues avec mes enfants. Il suffit de dire un mot, on la reconnaît, on est content parce que voilà, c'est le lien entre tel ou tel de mes enfants et moi, etc. Le plaisir, c'est de reconnaître le même. Et je vous fais cette petite confidence familiale. Je ne vais pas jusqu'à vous dire de quoi on rit, parce qu'autrement, là, ce serait trop. Mais je me suis dit, est-ce que finalement, ça ne suffit pas de dire que c'est la répétition et la reconnaissance qui permet le rire, mais que le plaisir du rire est un plaisir de reconnaissance. Au fond, c'est ça, au fond. Et à ce moment-là, c'est la dernière étape, c'est ce sur quoi je travaille. Le hasard du programme de l'agrégation m'a fait travailler sur une pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, que vous connaissez peut-être, qui est une pièce en vers, très drôle, etc. Et à la fois, c'est très émouvant, puisque de toute façon, le héros meurt, donc c'est toujours émouvant. C'est une histoire d'amour, donc c'est forcément émouvant. Et en plus, c'est très très drôle. C'est une poésie flamboyante et très drôle, et c'est une drôlerie qui repose en particulier sur les rimes. Et notamment, il y a la célèbre tirade des nez qui ouvre la pièce. Donc c'est Cyrano de Bergerac qui a un grand nez, et quelqu'un veut se moquer de son nez, et il ne sait pas quoi dire. Oui, c'est un peu votre nez. Et donc Cyrano répond, c'est une très longue tirade, c'est un extrait. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses, en somme, en variant le temps. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cal, etc. Bon. Donc c'est à la fois très drôle, et je me suis demandé, mais comment on peut trouver à la fois ce texte très drôle et très poétique, parce que on se laisse emporter. Et j'ai une révélation, c'est exemple de sérendipité. Évidemment, c'était la même chose. On ne se rend pas compte que lorsqu'on lit de la poésie, on a un vers et on attend avec émotion le retour de la rime. Au fond, la rime ne sert, vous savez que dans les vieux traités de poésie, on dit la rime, c'est à marquer la fin du vers. Mais lorsqu'on a l'habitude de lire de la poésie, on n'a pas besoin de rime pour reconnaître son bout d'alexandrin, parce que ta-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 toum. Mais en revanche, inconsciemment, on attend le retour de la rime. Et le fondement du plaisir poétique, c'est le plaisir de reconnaissance. Et c'est ce qui explique les formes traditionnelles, et je dirais, parce qu'il y a des poètes, tous les poètes ne font pas des rimes et ne font pas des vers, mais le plaisir de lire de la poésie, c'est de la poésie, c'est la reconnaissance du fait poétique. Et donc là, je suis sur un terrain, et je vais m'arrêter parce que c'est ce sur quoi je travaille, c'est un livre sur la poésie même, mais au fond, de se dire qu'en réalité, l'essentiel de l'émotion du rire, de l'émotion artistique, c'est l'émotion produite par la reconnaissance de quelque chose. Vous savez que on essaie d'enregistrer des bruits dans l'univers, on se dit peut-être qu'il y a des extraterrestres, et le principe c'est que si on retrouve une séquence régulière, c'est quelque chose d'artificiel. La régularité, c'est-à-dire le retour du même, la répétition, la reconnaissance du même, c'est le fait culturel, et c'est le fait d'une conscience en acte. Et donc j'aurais tendance à dire maintenant, c'est ma dernière proposition, mais là c'est en pointillé, il faudra attendre quelque temps pour voir le résultat imprimé, c'est que en fait ce que j'ai découvert, je crois,
avec le rire, c'est cette chose essentielle que ce qui permet justement, je reviens à mon homme préhistorique qui est dans la nature, etc. Dès lors qu'il reconnaît quelque chose, il sait qu'il est en sécurité, et il reconnaît quelque chose de lui. Et qu'au fond, la culture, c'est introduire de la reconnaissance dans un monde où il pourrait y avoir de l'inquiétude, de l'angoisse, etc. Et au fond, je redécouvre ceux qu'avait trouvé un grand philosophe, sociologue français de la fin du XIXe siècle, Gabriel Tarde. La fin du XIXe siècle est marquée par une sorte de combat, de rapport de pouvoir entre Durkheim et Gabriel Tarde. Qui sera le grand sociologue? Durkheim dit, et c'est celui qui a vaincu et qui a donné la sociologie française jusqu'à Bourdieu, c'est la sociologie, c'est l'étude des faits sociaux, on laisse de côté toute autre considération, et notamment des considérations psychologiques, je dirais cognitives. Moi, il suffit d'examiner les faits sociaux, et avec ça on comprend des choses. Et Gabriel Tarde, au contraire, disait, on ne peut pas comprendre le fait social si on n'intègre pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Et il publie son grand livre, en 1891, les lois de l'imitation. Alors quand je l'avais lu, moi, il y a déjà une vingtaine d'années, je vais trouver ça totalement ridicule, enfin une sorte d'usine à gaz. Bon. Et parce qu'il résume tout l'univers, tout le réel, au principe d'imitation et de répétition. Il dit il y a trois grands principes dans l'univers. C'est l'univers inerte, hein, la matière, les étoiles, etc. C'est la mécanique ondulatoire. La physique ondulatoire, c'est une onde qui se répète. Et au fond, que ce soit les sons, l'image, tout, etc., ou bien les étoiles qui tournent dans le ciel, c'est toujours la répétition d'un même mouvement dont le fondement est l'ondulation. Nous sommes dans un monde qui est régi par la physique ondulatoire, donc la répétition du même. Deuxièmement, la génération. Hein, lorsque un monsieur et une dame font un bébé, bon, le bébé il ne ressemble pas tout à fait, etc., mais enfin quand même, le principe de la reproduction, c'est en gros, on reproduit le même par les mécanismes de la genèse naturelle. Et, dit-il, troisième principe, dans l'espace social, c'est l'imitation. Et alors, retrouvant ça, c'est-à-dire qu'au fond, l'essentiel, c'est l'imitation, et même, dit-il, l'invention, c'est une variation à partir de l'imitation. Je n'entre pas dans le détail, parce que là, vraiment, je parle beaucoup trop longtemps, mais vraiment, je vais me mettre dans une minute. Et donc, quand j'ai commencé, moi, à découvrir par hasard qu'au fond, est-ce que tout le fait artistique n'est pas ce plaisir de la reconnaissance par la répétition du même, qui peut prendre la forme de l'imitation. Et j'ai pensé à Gabriel Tarde, et je me suis dit, finalement, c'était pas si bête, c'était pas si fou. Il touchait un petit peu... Alors, c'est pas un universitaire, Gabriel Tarde, justement, c'est un magistrat professionnel, donc il fait partie de ces esprits un petit peu fous, comme il y avait naguère, où on osait penser des choses bizarres et rencontrer des choses extraordinaires. Mais lorsque vous lisez Kant, qui était pour un universitaire, il dit des choses très... Sa théorie du rire, elle est totalement bizarre. Alors ça tombe dans le bizarre, parce que Tarde, Kant dit, c'est pour ça que le rire n'est pas un véritable... fait pas partie des beaux-arts, parce qu'il apporte un plaisir organique. C'est dans le corps, on jouit. Et il dit, c'est pour ça que la musique n'est pas non plus... fait pas partie des beaux-arts. Parce que la musique, c'est essentiellement organique, et ça ne passe pas par une représentation par l'esprit. Donc là, ça peut se discuter, bien sûr. Mais voilà, c'est le système de pensée où derrière des choses qui vont un peu dans tous les sens, il y a une intuition extraordinaire. Et donc là, donc ma proposition, c'est que d'une part, tous les arts, pour ça la musique, que ce soit la mélodie, que ce soit l'harmonie, la musique repose sur un principe de répétition et d'imitation. Quel est le premier art inventé par l'homme préhistorique? Je vais vous dire, c'est une découverte. Les premiers hommes qui ont eu une pratique artistique, c'est seulement la danse, évidemment, le martèlement. Évidemment, on n'a pas de traces sur les murs, donc on pense toujours à l'art rupestre, les dessins sur les grottes. Mais les dessins sur les grottes, ça vient beaucoup plus tard que simplement le martèlement. Le martèlement d'une danse, c'est introduire du rythme. Et probablement que... Et lorsque on a commencé à sentir qu'on pouvait répéter un même mouvement ensemble autour du feu, chez les hommes préhistoriques, même chez Néandertal, et le sentiment de régularité. Donc je pense fondamentalement que la conscience du régulier, de la répétition, est une émotion immense. Mais c'est une émotion qui est devenue tellement naturelle, qui a tellement été assimilée dans tous nos comportements culturels, on a oublié à quel point c'était essentiel. Je parlais juste avant avec toi, Anthony, de la sérialité
puis-je le dire, ton fils qui aime Spirou, etc. Et l'émotion de l'enfant qui reçoit son magazine. Et je me rappelais, moi, quand j'étais adolescent et qu'il y avait les épisodes de Chapeau melon botte de cuir, et j'attendais avec impatience Emma Peel, mais je préfère Emma Peel. Bon, et c'était la même chose. Notre vie est constituée de ce genre d'émotions, mais il y a des arts dont l'objet même, c'est de prendre conscience de ce plaisir de reproduction et d'imitation. Je crois que c'est la fonction de la poésie, au fond. Et c'est ce que dit Jacques Roubaud, vous savez, hein, que la poésie, ce n'est rien d'autre que la mémoire. C'est le plaisir dans la mémoire. Alors la mémoire, c'est la mémoire, d'une part parce que ça renvoie à une tradition, et d'autre part parce que toute la poésie est un principe de répétition des sons, etc. Voilà, donc c'est maintenant ce que j'explore à partir du rire, et je me tais. Merci.